Le débat de Smart Job avec un grand entretien aujourd'hui pour parler emploi et pour parler aussi insertion sociale. Et j'accueille Théo Skubla. Bonjour Théo. Bonjour. Je suis très heureux de vous accueillir. Alors, vous êtes le fondateur d'Each One. On va le découvrir, vous avez un petit accent toulousain. Vous avez fait de très belles études parce que vous avez fait classe prépa Louis le Grand, intégré ESCP. Bon, belle école de commerce, et on se dit que vous auriez pu finir dans les plus belles entreprises du CAC. Et non, parce que vous avez fondé Each One. D'abord, Each One, qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas, vous aussi, un parcours classique et que vous avez choisi de faire un pas de côté? Je dirais qu'on a une chance déjà, c'est qu'on travaille avec les plus belles entreprises du CAC. Pourquoi aujourd'hui pour une mission qui nous porte au quotidien, c'est de permettre aux personnes réfugiées, aux nouveaux arrivants, de retrouver un emploi durable à la hauteur de leurs compétences, qui plus est si possible. Avec aussi cette conviction qui nous porte aujourd'hui, c'est qu'en France, quand on parle de réfugiés, de nouveaux arrivants, il y a deux grands groupes de personnes, ceux qui veulent les aider les pauvres et ceux qui n'en veulent pas des pauvres, mais toujours les pauvres. Alors qu'en réalité, il y a une troisième voie pour nous qui rassemble toutes les personnes qui sont convaincues, comme nous, que quelle que soit leur conviction, quelle que soit leur qualification de départ, peu ou très qualifiés, quelle que soit leur origine, les personnes réfugiées, les nouveaux arrivants, ils représentent un potentiel insoupçonné, en tout cas duquel la société n'a pas pris la mesure. C'est ça qu'on veut révéler, c'est ce qu'on fait au quotidien en formant les personnes et en facilitant leur recrutement auprès de grands groupes partenaires. Alors on va parler de l'organisation, de la manière dont, j'allais dire, vous sourcez, parce que la grande difficulté, c'est d'aller les chercher, ces réfugiés. Alors vous dites quoi? Migrants? Vous dites réfugiés? C'est quoi les mots? De réfugiés, de nouveaux arrivants. Nouveaux arrivants, c'est le mot en réalité le plus générique. Oui. Ça décrit moins le statut des personnes que leurs conditions. C'est-à-dire que des personnes qui sont arrivées il n'y a pas longtemps en France, qui ont le droit de travailler, qui, en revanche, doivent attendre malgré ça jusqu'à 10 ans pour retrouver un emploi stable. Et donc, alors qu'on sait qu'à côté, il y a, on prend les chiffres de 2023 par exemple, plus de 3 millions de recrutements en termes de projets, dont la moitié sont jugés difficiles ou en tension par les recruteurs. Donc on sait qu'il y a deux mondes qui sont appelés à se rencontrer au bénéfice de tous, au bénéfice des entreprises qui recrutent, au bénéfice des personnes qui trouvent un job qui leur apporte stabilité dans leur vie perso et professionnelle. Et malgré tout, cette rencontre ne se fait pas pour plein de raisons. Et nous, on est là pour lever les freins. On va y venir. Votre histoire, c'est quoi? Parce que je le redis, excusez-moi, j'ai envie de savoir un peu qui vous êtes dans les grands entretiens. On a un peu plus de temps pour... ce que vous nous dites là, il y a quand même un message très fort, j'allais dire presque un message politique avec un grand P. C'est une forme de réconciliation, finalement, de monde qui se tourne le dos. C'est important que vous parliez de réconciliation et de fierté, parce que effectivement, moi je suis originaire du sud-ouest de la France, comme vous l'avez souligné. Je suis petit-fils d'immigrés italiens. Et j'ai grandi dans un cadre dans lequel mes grands-parents m'ont expliqué non seulement à quel point avait été difficile leur intégration en France, ils sont arrivés pendant la Seconde Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale pour se réfugier, et à quel point ils étaient frustrés encore aujourd'hui de ne pas avoir pu être la personne qui souhaitait être, et toujours de me rappeler... Par leur statut d'étranger. Par leur statut d'étranger qui les a limités, qui leur a pas permis, aussi pour des raisons économiques, de faire les études qu'ils voulaient, d'être les macaronis de service. C'est des mots que j'ai entendus. Ça nous marque quand on est petit, quand on entend ça. Et quand, en particulier, votre grand-mère vous dit et vous rappelle, toujours un peu comme voilà, une façon de rappeler le déterminisme auquel on est confronté. Tu sais, Théo, dans notre famille, nous sommes des petites gens, et les petites gens, ça doit rester discret. Ouais. Moi, ça m'a révolté. C'est ça. Moi, ça m'a révolté, et c'est hors de question, en réalité, que cette assignation à résidence, ce déterminisme, soit maintenu. Théo, l'action que vous menez, elle est d'insertion sociale, elle redonne de la dignité, elle redonne du sens aux vies de ces hommes, en grande partie, mais aussi des femmes, on y reviendra peut-être. Un mot sur le droit, parce que ça, c'est un sujet, évidemment, qui vous touche et qui vous heurte et qui vous impacte. On a eu des invités sur ce plateau qui nous disaient, nous, on aimerait recruter des réfugiés, des migrants, des nouveaux arrivants, pour les questions de sécurité, l'accueil au JO, impossibilité, il faut avoir 3 ans de séjour, ou 5 ans d'ailleurs sur le territoire, ils demandent à revenir à 3. Est-ce qu'on est encore aujourd'hui un peu frileux et restrictif sur le plan du droit? Est-ce qu'on pourrait aller un peu plus loin? Oui, clairement. Aujourd'hui, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes qui sont réfugiées, qui sont nouveaux arrivants avec titre de séjour, en tout cas que nous accompagnons, ont le droit de travailler. Il faut le redire, ils ont le droit de travailler. Et une personne qui est sous la protection internationale, qui est bénéficiaire de la protection internationale, est recrutable de n'importe quelle, de la même manière qu'une personne née en France. Donc, il n'y a pas de difficulté administrative. Donc, c'est en général une fausse excuse. Et c'est important que tout le monde le sache, il n'y a pas de difficulté. Maintenant,
Il y a quelques métiers aujourd'hui qui sont des métiers réglementés, la sécurité, vous en avez parlé pour les JO, les métiers de la santé, qui sont encore des parcours du combattant pour que des personnes puissent en réalité réexercer leurs compétences d'origine. L'organisation d'Ichwan, c'est plusieurs milliers, 1500 associations qui maillent un territoire et qui, j'allais dire, parce que les personnes dont vous vous occupez, il faut le préciser, certaines n'ont pas forcément de logement, n'ont pas forcément d'accès à la Sécu, sont des gens coupés du monde. Ils n'ont contact avec rien ou personne. Effectivement, il y a différents niveaux de ce qu'on appelle de freins périphériques à l'emploi, c'est-à-dire des mots compliqués pour dire que les personnes, quand elles n'arrivent pas effectivement à se loger, qu'elles ont des problèmes de santé ou de garde d'enfants, elles ne peuvent pas suivre la formation qu'on met en place ou rester en emploi par la suite. Et donc il faut qu'on ait une vision holistique sur toutes ces difficultés. C'est ce qu'on essaie de faire. On travaille déjà avec les associations partenaires, ces 1500 partenaires à Paris, à Lille, à Lyon, à Marseille, à Bordeaux, pour déjà identifier les individus. Repérer. Et une fois effectivement qu'on peut identifier les individus, on va tester leur motivation, leur appétence pour un métier, les réorienter en fonction de leur volonté, de leurs besoins. Et à partir de là, aussi voir quels sont les freins périphériques à l'emploi qu'ils pourraient rencontrer. Parce qu'avant qu'ils rentrent en formation, c'est important de savoir si une personne elle est en difficulté sur le logement, si elle est en difficulté pour la garde d'enfants, de pouvoir lever ses freins. Ce qu'on fait avec nos associations partenaires. Et en ce sens, on n'est pas qu'un organisme de formation ou un cabinet de recrutement, on est surtout un tiers de confiance. Tant pour les entreprises qui, quand elles recrutent quelqu'un, savent que la personne elle a été préformée avant d'être recrutée et que la personne a été aussi accompagnée sur les freins périphériques. Voilà. Mais aussi pour les personnes qui retrouvent de la stabilité dans leur vie perso aussi grâce à cela. D'un point de vue pratique, les personnes sourcées, identifiées, repérées, motivées, parce qu'il faut quand même qu'elles soient aussi motivées, vont être prises en charge dans un programme de formation. Il dure combien de temps et quels sont je dirais ceux qui en cours de route disent non, c'est pas pour moi, j'y arriverai pas, c'est compliqué, parce que c'est quand même pas rien de s'engager dans ce parcours. C'est un nouveau pays, c'est parfois une nouvelle langue, une nouvelle culture. C'est pas rien, vous avez raison. Et aujourd'hui, effectivement, déjà dans ce parcours, c'est un parcours de formation qu'on met en place aujourd'hui qui comporte un accompagnement autant en français avec des objectifs spécifiques par rapport au métier que les personnes vont occuper, autant en savoir-être sur des sujets de collaboration avec la hiérarchie, de communication professionnelle, mais aussi de confiance en soi. Il faut que les personnes puissent avoir l'énergie de tirer le meilleur de toute cette formation. Et bien sûr, sur les métiers ciblés, attention, sachant que ces formations, on les met en place sur 8 verticales métiers, allant des métiers de l'aide à la personne ou de la vente, des métiers en tension, jusqu'à des métiers très qualifiés de data ou du secteur bancaire. Donc on intervient de manière assez large, de manière généraliste. On reviendra sur votre signature d'un partenariat avec France Travail, parce que France Travail a tout intérêt à s'appuyer sur Ichwan pour aller justement chercher ces futurs employés ou salariés. C'est quoi les profils des personnes qui poussent la porte de Ichwan et qui ont été détectés? C'est des gens très qualifiés, c'est des gens qui n'ont pas de diplôme, c'est des gens qui ont été diplômés dans leur pays et qui se retrouvent dans des situations intenables quand elles arrivent en France. C'est quoi le panorama de ces réfugiés? Aujourd'hui, il faut voir que la courbe des qualifications des personnes réfugiées, elle forme un U. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont très peu qualifiés et beaucoup de gens qui sont très qualifiés, un peu moins au milieu. Ce qui est intéressant, c'est de voir que quand on accompagne une personne très peu qualifiés, on peut souvent avoir tendance à dénigrer les faibles qualifications en France et à dire et à parler de migration seulement des personnes très qualifiées. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ça ne change rien par rapport à la capacité des personnes de trouver un métier stable qui donne plein de satisfaction aussi aux entreprises partenaires et qu'il y a les mêmes taux d'insertion pour les personnes très qualifiées que les personnes les moins qualifiées et que tout le monde finalement a sa place à trouver. Quelques chiffres, 561 talents, ça c'est votre communiqué de presse, vous le dites talent, c'est intéressant parce que vous parlez comme les DRH des grandes entreprises. Bien et sûr. Ça, c'est intéressant. Accompagner et former avec 190 000 heures de formation délivrées. Ça, c'était l'année dernière. C'était l'an passé. Voilà. C'est 561 talents. Et vous en avez encore plus cette année, j'en suis sûr. Vous les suivez dans l'entreprise? C'est-à-dire qu'il faut aussi non seulement qu'ils se forment, mais qu'en plus, ils se marient à la culture d'une entreprise. C'est pas si simple non plus. C'est important ce que vous dites. Notre travail, c'est pas seulement de former les personnes réfugiées, les nouveaux arrivants, c'est talent. C'est d'accompagner l'entreprise
à l'intégration de ces personnes. C'est former et déjà sensibiliser les managers et les recruteurs, puis après les former pour qu'il puisse y avoir, je dirais, une bonne compréhension des codes parfois culturels d'origine des personnes. Le sujet, même si on a accompagné chacune des personnes à anticiper, comprendre les codes socioprofessionnels, c'est que il y a toujours quand même une nécessité d'adaptation. Le but, c'est pas de changer les personnes ou leur demander de rayer leur parcours quand elles passent par une formation. C'est de leur donner des... Comme pour un salarié qui arrive dans une entreprise. Comme n'importe qui, voilà. Et puis on s'appelle Each One pour une raison. Et à partir de là, c'est de permettre aux personnes d'avoir des clés. Mais ces clés, il faut qu'elles soient des deux côtés. Il faut que l'entreprise puisse avoir des clés pour qu'elle comprenne qu'elle ne va pas juste faire une bonne œuvre sociale. Elle va aussi et surtout réaliser un investissement pour elle, qui va apporter un retour sur investissement. Et c'est parce qu'elle fait les deux, parce qu'elle fait cela dans une logique core business qui répond à des besoins de recrutement et qu'elle le fait avec cerise sur le gâteau de l'impact social que ça fonctionne. C'est parce que les collaborateurs ont compris que c'était pas juste un projet sur le côté ou symbolique, mais que c'était un projet qui était là pour les aider, eux les premiers, que les managers se saisissent pleinement du projet et accompagnent ces personnes dans le succès. Donc cet accompagnement des candidats, nous on le poursuit aussi quelques mois après la formation, mais c'est surtout par le biais des managers qu'on s'assure qu'il y a une bonne prise de relais. Un mot sur l'enjeu, parce qu'on a démarré par ce sujet quand même. On vous regarde comment au MEDEF, on vous regarde comment dans les organisations patronales, parce que souvent elles viennent sur notre plateau et disent mais on a des pénuries dans la restauration, dans l'aide à la personne, on ne trouve pas les métiers de maçon, on galère chez les bouchers. Elles vous tendent les bras ou vous sentez que c'est finalement assez compliqué malgré tout ? J'ai envie de donner une réponse optimiste en disant que ça bouge, parce que vous parliez du MEDEF. Parce que ça ne bougeait pas avant. On travaille avec le MEDEF aujourd'hui, qui est de plus en plus pragmatique sur le sujet, avec des entreprises et des dirigeants qui font partie de ce mouvement, mais aussi avec Impact France de l'autre côté, des entreprises effectivement en transition, mais pas que. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, et on le voit à travers nos partenaires, on a accompagné depuis notre création 3000 personnes en emploi durable. C'est 1000 personnes qui seront formées, accompagnées, donc 400 000 heures de formation juste cette année. Et on fait ça auprès de 55 grands groupes partenaires. Ces grands groupes partenaires, ils n'ont pas tous forcément envie de militer pour la cause qu'on défend. Ce n'est pas d'ailleurs ce qu'on leur demande. Et c'est là où on voit que ça bouge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive à parler à un cercle plus large que le cercle des convaincus, qui est un cercle aussi de ceux qui veulent, entre guillemets, tirer leur épingle du jeu parce qu'ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas exister demain s'ils n'accédaient pas et s'ils ne s'ouvraient pas à l'ensemble des talents disponibles. D'ailleurs, parce qu'il y a cette pénurie terrible qui touche depuis le Covid. Nécessité fait loi. Tous ces secteurs. En termes de financement, c'est quoi ? C'est des financements publics, c'est la philanthropie. Et si vous nous regardez, que vous dites, moi j'y crois, on vous aide, vous avez une fondation, comment ça marche ? Alors aujourd'hui, on a un modèle économique qui nous permet presque entièrement de nous autofinancer. C'est-à-dire qu'on accompagne des entreprises qui vont payer en fonction des verticales métiers un petit forfait. Le plus gros de notre modèle économique, il passe par la formation professionnelle. C'est-à-dire qu'à la demande des entreprises, on peut préformer des personnes avant embauche à condition effectivement d'engagement d'embauche. Et ce faisant, ça permet effectivement de financer la formation. Et c'est vertueux. Donc c'est vraiment une utilisation de dépenses publiques. Et c'est pour ça qu'on travaille avec France Travail, qui permet effectivement d'abonder au financement de la formation, mais dans un cadre dans lequel on a une certitude de retour à l'emploi. Et donc effectivement, l'État est un partenaire. C'est pas tant des subventions que des marchés publics ou de droit commun. Et dans ce cadre-là, c'est intéressant parce qu'on a montré notamment à nos partenaires publics que chaque fois qu'on dépense un euro, on fait économiser 3,40 € à l'État. Pourquoi ? Parce que les personnes qui sont RSA ne touchent plus le RSA par la suite, parce que les personnes qui sont dans les centres d'hébergement d'urgence peuvent se reloger, parce qu'elles ont un meilleur pouvoir d'achat, etc. Et un mot, ça c'est très intéressant, c'est ce modèle vertueux qui fait que tout le monde s'y retrouve et gagnant-gagnant. Les retours des entreprises, parce que vous nous dites on continue à les suivre. Alors là, vous avez déjà un premier tableau de bord, 561, vous en aurez plus l'an prochain. Qu'est-ce qu'on vous dit sur l'attitude de ces personnes qui entrent dans l'entreprise ? Qu'est-ce qu'en disent les managers ? Alors, ce qu'en disent les managers, c'est qu'ils sont surtout étonnés par leur motivation. Et c'est pas tant une question d'une personne qui va plus ou moins performer. Non, les personnes, elles font le travail. Le retour, c'est pas les personnes que vous nous avez redirigées sont plus performantes ou moins performantes. Non, ni l'un ni l'autre. Le sujet, en revanche, c'est qu'elles ont une motivation et que cette motivation, elle est contagieuse. Et que ça a un impact positif sur les équipes. Et que par ailleurs, ce sont des personnes, par exemple, sur certains métiers, on le voit dans le retail ou dans la grande distribution, sur les métiers de vente dans la grande distribution, on a des personnes qui passent en moyenne 2 fois plus la période d'essai dans ces entreprises que des personnes
personnes qui sont recrutées par les propres moyens de l'entreprise. C'est Parce qu'on les a accompagnés, mais aussi parce qu'il y a de la motivation. De l'engagement et effectivement de la contagion. Ça, c'est intéressant parce qu'on a aussi beaucoup d'invités qui nous disent on a un vrai problème d'engagement de nos collaborateurs. Et vous le savez, Ça peut permettre d'y répondre. ce sont finalement ces nouveaux arrivants, ces réfugiés, finalement des moteurs. Merci de nous avoir rendu visite. C'est un vrai plaisir de vous accueillir, Théo Skubla. Merci pour Vous êtes le l'invitation. fondateur d'Each One, fondé en 2015, c'est ça ? Absolument. 2015, avec des milliers là, de talents. Cette année, combien avant de nous quitter ? 1000 personnes seront formées et accompagnées en emploi cette année et 3000 depuis qu'on existe. Donc on est en pleine accélération. Il y a beaucoup à faire. J'avais raison. La route est devant nous. Des milliers. Et la route est devant vous, en effet, avec tous les enjeux migratoires et toutes ces personnes qu'on croise dans les rues et qui sont évidemment souvent en grande difficulté. Absolument. Merci, c'était un vrai plaisir. On tourne une page, direction fenêtre sur l'emploi et j'accueille mon invité.